C'est l'heure de politique, pas de débat aujourd'hui, mais un invité particulier car il est l'une des mémoires de la vie politique française. Il la connaît et l'analyse mieux que quiconque. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Vous publiez Journal d'un observateur aux éditions de l'Observatoire. Alors c'est sans doute l'ouvrage le plus personnel où vous vous dévoilez le plus. Vous écrivez l'avantage de l'âge, il y en a, est que le sentiment de liberté ne cesse de s'accroître, que l'autocensure à laquelle personne n'échappe, sauf les polémistes enragés dont je ne suis pas, disparaît d'elle-même, et que l'envie de dépeindre ce que l'on a vécu et observé ne cesse de grandir, comme si l'on redoutait inconsciemment de gâcher une matière politique périssable, d'où ces souvenirs d'un vieux chroniqueur. Vous écrivez ça. Donc la politique, on a le sentiment en vous lisant qu'elle ne laisse pas suffisamment d'empreintes. Dans le fond, on a peu de mémoire. C'est ce que vous dites aussi ? Disons qu'il y a surtout beaucoup d'oubli rapide. Et je suis frappé d'abord de vérifier que, en gros, ceux qui ont moins de 40 ans ont une mémoire politique qui commence dans le meilleur des cas en 1981, mais que ce qui précède est vraiment en dehors de leur univers. Ensuite, que la faculté d'oubli de ceux qui ont traversé la période vraiment comme adultes, la faculté d'oubli est impressionnante. Et même chez les acteurs eux-mêmes. C'est ça qui est assez... C'est pas simplement qu'ils ont envie d'oublier certaines choses. Bon. Des hommes politiques qui ont envie ou besoin même. Alors qu'à la lecture du passé, comme le reste, éclaire le présent ou l'avenir ? Oui, je pense qu'en plus en France, la politique est tellement liée à l'histoire et à la littérature que on ne peut pas s'en défaire. Et j'espère qu'on ne s'en défera pas d'ailleurs. C'est une originalité aussi. Alors, vous avez connu De Gaulle, Pierre Mendès France, Mitterrand, dont vous dites d'ailleurs que c'était une amitié baroque. Raoul Girardet, l'historien René Raymond, qui avait théorisé les trois droites. Vous avez connu Raymond Aron. Vous faites le portrait de vos amis journalistes ou grands patrons de presse, dont Jean-Marie Colombani, que je salue, qui devait être sur ce plateau avec nous, mais qui est souffrant. Donc on lui souhaite bon rétablissement. On a le sentiment que vous évoquez un monde perdu, ce que chez les macronistes on appelle le vieux monde. Bon, c'est évidemment l'ancien monde par rapport à ce qui s'est passé depuis 2017, par principe. Puisque je couvre en gros la période 1958-2017. La France politique s'est totalement métamorphosée pendant cette période. Donc, ce que j'ai vécu ne ressemble pas du tout à ce qui est maintenant. Mais je pense que justement, pour comprendre ce qui se passe maintenant, je pense que c'est essentiel de connaître non seulement les faits historiques eux-mêmes, mais les personnages, les règles du jeu de l'époque, qui n'étaient pas les règles du jeu d'aujourd'hui. Il avait des vertus, ce vieux monde ? Oui, bien comparé sûr. Bien sûr. On appelle le nouveau monde. D'abord, la part de l'immédiateté, de l'instantanéité était bien moindre, donc la part de la réflexion et du recul était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, notamment en politique, et je dirais a fortiori pour l'analyse politique. Et dans les médias, bien sûr. On en dira un mot d'ailleurs, parce que c'est important aujourd'hui, puisque le procès de la presse est fait notamment par Jean-Luc Mélenchon. Mais pour finir, et continuer plutôt, alors moi aussi j'ai peut-être ce sentiment, c'est peut-être en vieillissant, vous n'êtes pas tout à fait là. Non, mais j'avoue que je peux avoir ce sentiment du syndrome. Vous savez, c'était mieux avant. Avoir le sentiment qu'intellectuellement, que ce soit la qualité des politiciens, alors c'est peut-être le syndrome de la vieille conne ou du vieux con, la qualité des politiciens, de la presse, des philosophes, c'était un petit peu un cran au-dessus, comme s'il y avait une sorte d'appauvrissement, d'affaiblissement du niveau intellectuel. Est-ce que vous le remarquez ? Alors, en ce qui concerne les présidents qui se sont succédés, on a eu des présidents sympathiques et d'autres qui l'étaient moins. On a des présidents qui ont à peu près... Pas forcément des présidents. Oui, non, mais je vais faire une distinction, justement. Il y avait des présidents qui ont réussi, d'autres qui ont échoué. Mais tous avaient un niveau intellectuel satisfaisant. En ce qui concerne les premiers ministres, c'était déjà plus inégal. Mais si, au lieu de prendre les présidents et les premiers ministres, on prend, par exemple,
décennie par décennie, les 100 hommes ou femmes politiques les plus importants. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de niveau considérable. Ouais. Mais ça n'est pas du tout un hasard. C'est pas parce que il y aurait une espèce de déclin collectif de la société française. Mais dans le monde intellectuel que, aussi, philosophique... Enfin, dans le monde intellectuel et philosophique, lié à l'expression politique. Parce qu'il ne faudrait pas croire que la recherche philosophique, par exemple française, aujourd'hui, soit plus médiocre qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 50 ans, parce que ça n'est pas vrai. En revanche, les philosophes qui s'expriment sur la scène publique et qui s'expriment à propos de la politique, ceux-là, oui, ne sont pas du tout les autres du niveau. Sont cachés. Oui, évidemment. Mais il y a des raisons objectives. Pourquoi est-ce que les 100 premiers politiques français aujourd'hui sont moins bons que les 100 premiers politiques français des 60 années précédentes que j'ai connues? Mais parce que les hommes politiques aujourd'hui ont moins de pouvoir qu'avant, moins de considération et moins d'argent. Le niveau de vie comparé a à peu près diminué de moitié. Leur pouvoir, la marge du politique était écrasée par le marché, et personne n'y peut rien. Bon, et en plus, tout le monde explique en permanence que les politiques sont corrompus, médiocres, etc. Pour entrer en politique, il faut vraiment avoir envie de ça, plus qu'avant. Plus qu'avant. Cependant, alors, tout n'était pas mieux avant, parce que vous avez connu l'ère des médias, hein, les médias qui étaient aux ordres. On a le sentiment qu'aujourd'hui, c'est plutôt les politiques qui sont aux ordres des médias et qui courent après les médias. Donc ça, ce temps-là des journalistes aux ordres, vous l'avez connu, mais vous avez connu la bascule. C'est-à-dire que d'un monde... J'ai essayé d'y contribuer. Et vous avez... oui, non, mais c'est... Votre nom était scandé au lendemain de 81 par les militants, d'ailleurs, pour vous virer. Oui, absolument. Là, c'est une grande différence. Je dirais que pendant mes 30 premières années professionnelles, l'emprise des politiques, quand on dit des politiques, c'est du pouvoir, bien sûr, mais même des politiques au sens général, sur les journalistes était écrasante. Et qu'aujourd'hui, l'emprise des médias sur les politiques, donc l'inverse, est devenue écrasante. Je ne suis pas sûr que ce soit bien en soi. Je suis sûr que c'est mieux qu'avant, pour le coup. Mais c'est vrai que dans les médias du secteur public, jusqu'au milieu des années 80, il y avait sans arrêt des interventions, des pressions, des polémiques, etc. On était, et alors, ce que j'ai connu au départ, c'est-à-dire à la fin du gaullisme gaullien, là, l'information publique, c'était considéré comme une sorte de régiment qui devait marcher au pas. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on en soit là. Non, bien sûr. En revanche, vous dites, donc, les têtes tombaient, vous le racontez, vous écrivez en 68, le coup près avait été gaulliste, en 74, il a été giscardien, en 81, il fut socialiste, la tradition continuait, et vous ajoutez, aujourd'hui, elle n'a pas tout à fait disparu. Oui, on sait bien que chaque pouvoir vainqueur essaye de placer des hommes ou des présidences de ceci ou des directions générales de cela dans la mesure où ils le peuvent. Et on sait très bien que l'ensemble des médias a besoin d'aide publique et donc il y a toujours des tentations qui existent. Oui, bien sûr. Simplement, aujourd'hui, c'est d'abord, aujourd'hui c'est hypocrite alors qu'avant c'était ouvert. Et aujourd'hui, c'est quand même, je ne dis pas marginal, mais secondaire, alors qu'avant, c'était oppressant. Et à l'époque, vous alliez dîner, vous le racontez, chez beaucoup de politiques, notamment chez François Mitterrand. Vous entreteniez ces relations d'amitié. Vous le disiez, aujourd'hui, les journalistes se cachent pour aller dîner chez certains politiques. Alors, c'est presque... Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne... Il faut dire qu'en ce qui concerne François Mitterrand, c'était quand même très particulier, parce qu'on se connaissait vraiment très bien. J'ai dû avoir des conversations politiques, mais quelquefois de 4 ou 5 heures. Peut-être 200 fois dans ma vie. Bon, j'ai fait un livre d'entretien avec lui. Déjà, ça a été 50 entretiens, pour commencer.
Mais c'est vrai qu'il m'invitait à dîner chez lui, mais y compris quand il était président, qu'il m'emmenait avec Jean-Pierre Elkabbach de temps en temps en hélicoptère le samedi pour aller visiter telle église, etc. Vous imaginez ça aujourd'hui? Mais non, mais je vais y venir, justement. Mais j'avais une particularité, c'était que je n'étais pas socialiste, qu'il le savait, et que je l'écrivais, que je le disais. Oui. Et j'ai écrit quand même le concernant 2 livres qui sont d'une part La République de M. Mitterrand et d'autre part De Gaulle, Mitterrand, la marque et la trace, qui étaient des livres critiques. Et Autrement dit, on avait des relations qui étaient des relations parfaitement saines, puisqu'il avait ses points de vue, j'avais les miens, et il se trouve qu'on s'entendait assez bien pour avoir envie de discuter ensemble, de politique, mais de beaucoup d'autres choses. Et de littérature. Oui, d'histoire. On était, notamment sur l'histoire du 19e siècle, on était intarissables. Donc c'était des relations atypiques. Aujourd'hui, ce seraient des relations totalement inimaginables. Ouais. D'abord, je ne sais pas quel est le président, aujourd'hui, hier ou avant-hier, qui aurait passé 5 heures ou 6 heures dans une journée avec un journaliste pour parler avec lui de tout et de rien. Bon. Alors aujourd'hui, la presse, les médias baignent à peu près dans la même opprobre que les politiciens. Aujourd'hui, justement, Jean-Luc Mélenchon appuie sur cette corde sensible de la détestation des médias. C'est une stratégie connue des partis anti-système. Et je vais vous faire écouter évidemment ce qu'il dit des journalistes de France Info qui ont enquêté sur son affaire dernièrement. On l'écoute. Relayez sans arrêt. Pourrissez-les partout où vous pouvez, parce qu'il faut qu'on obtienne au moins un résultat. Eux, ils auront marqué le pli. Il y a des gens qui diront Mélenchon, c'est pas clair, et toute son équipe. Mais nous, il faut qu'à la fin, il y ait aussi des milliers de gens qui se disent les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs, et il y a autour un système qui n'a même plus le recul professionnel de se dire mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter ? Quelle est votre réaction quand vous entendez alors, c'est vrai que Marchais, vous avez connu Marchais aussi, qui était... Oui, qui Marchais avait un comportement assez proche, mais beaucoup plus raffiné et beaucoup plus subtil. En réalité, Jean-Luc Mélenchon, en ce qui concerne la presse, disons que dans ses bons jours, il est caricatural et dans ses mauvais, il est hystérique. Et ce qu'il raconte, et notamment à propos de France Info, par exemple, est tout simplement stupide. Ça prouve que, non pas qu'ils ne connaissent pas les règles du journalisme, mais que tout ce qui est susceptible de le desservir, et dans l'information, il y a forcément des choses qui sont susceptibles de le desservir, tout ce qui est susceptible de le desservir devient immédiatement amoral, sournois et contraire à toute équité. Bon, c'est grotesque comme attitude. Il a en matière de relations avec les journalistes et en matière de conception de l'information, il a un comportement grotesque. Et qui plus est, un comportement dangereux parce que il contribue de son mieux à hystériser le débat politique, à le déformer, à le simplifier, à le rendre de plus en plus démagogique, évidemment. Mais il pousse en permanence, il cultive des facteurs de haine. Et les facteurs de haine dans une société démocratique, on le voit en ce moment aux États-Unis ou au Brésil, par exemple, on le voit aussi en Russie, enfin on le voit dans beaucoup trop d'endroits, c'est quelque chose de très dangereux et qui peut... c'est une plante vénéneuse qui peut pousser très vite. Et je dirais que Jean-Luc Mélenchon est le jardinier délibéré de cette plante vénéneuse. C'est joliment dit. Et quand on regarde d'ailleurs le sondage qui a été fait OpinionWay, 76% des Français désapprouvent son comportement, mais surtout 51% dans son propre camp ne cautionnent pas son attitude. Donc c'est Mélenchon qui tue Mélenchon. Ça prouve que les Français sont plus intelligents que Jean-Luc Mélenchon. Et ça prouve qu'ils comprennent beaucoup mieux que lui, ou que lui ne veut comprendre, bien entendu. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi là une part de dissimulation. Mais ils comprennent beaucoup mieux ce que sont les règles du jeu, mais des règles du jeu
équitable. Mélenchon se plaint en permanence de la presse, et non seulement se plaint, mais incite tout le monde à des lynchages symboliques. Bon, il y a eu des moments, franchement, où la presse, non seulement lui était favorable, même était partiale en sa faveur. Il y a eu une période de la campagne présidentielle, qui n'était pas secondaire ou anecdotique, la campagne présidentielle, pendant laquelle tout le monde, mais ça m'est arrivé, disait, il fait une campagne formidable, c'est très intéressant ce qu'il raconte, il est imaginatif, en matière de technologie, il est totalement novateur. Je veux dire, il y a eu un moment où... Il y a eu de l'admiration pour lui. Voilà, mais ça, à ce moment-là, il trouvait que c'était purement objectif, bien entendu. Bien sûr. Et dès qu'il y a une critique, il s'embrase. Et comme c'est quelqu'un qui perd ses nerfs, ça le pousse assez loin. Et comme c'est quelqu'un qui est très éloquent, mais qui a une admiration sans borne vis-à-vis de sa propre éloquence, dans ces cas-là, il prend feu. Ouais. Alors, on a l'impression qu'en politique, comme en psychanalyse, il y a des archétypes. Il y a le réformateur, le florentin, le casse-cou, le névrosé, le gueulard, le farfelu. J'ai envie de vous faire réécouter, donc, puisqu'on parlait de Georges Marchais, un extrait de l'émission que vous présentiez avec Jean-Pierre Elkabbach, Carte sur table, et c'était avec Georges Marchais. Candidats des autres partis, les médias, vous avez le même comportement. Vous voulez une élection présidentielle, allez, vous ne... Vous permettez, hein? Vous permettez. Vous ne voulez pas, oui. Comment vous pouvez dire oui, ça? vous ne m'empêcherez pas, devant les millions de téléspectateurs, Ce n'est pas notre objectif, monsieur Marchais. vous m'obligez à me battre. Vous m'obligez. Vous faites preuve d'infiniment plus de mansuétude quand vous avez devant vous Giscard d'Estaing ou les autres. Je veux maintenant parler de l'économie. Alors, je vous pose une question économique. Non. Vous êtes d'accord? Non. Ah bah alors. Attends, posez-vous la question à laquelle vous voudriez répondre. Vous m'empêcherez pas, moi, vous m'aurez pas, vous savez, sur ce terrain. Vous voulez pas de questions économiques sur vous? Si. Ah bah alors, plus vous nous faites perdre de temps, moins je répondrai à vos questions. Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur. Quel grand moment de télévision. Marchais, il avait un talent incroyable, il avait une présence physique incroyable, il adorait la télévision, il savait très bien s'en servir, et pour le reste, c'est le grand-père de Mélenchon. Je veux dire, c'est exactement la même tradition. Moins violent, peut-être? Oui, enfin, j'allais dire en plus subtil. Oui, en plus subtil. Mais l'idée, c'est intimider. Il faut intimider la presse. Il faut intimider les journalistes. Alors, Marchais, intimider la presse, intimider les journalistes, qui cédaient ou qui ne cédaient pas. Ça dépendait de leur tempérament et des circonstances. C'est la même chose avec Mélenchon. Bien sûr. Pour lui, pour Mélenchon, la presse, ça devrait être un régiment de scribes s'agenouillant devant lui. Bon, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. On dit un mot de la presse quand même. C'est vrai que le rythme de la concurrence a un peu appauvri le débat. Vous le disiez tout à l'heure. On court après le temps. L'analyse est réduite. On passe d'une polémique minute à une autre. Ce sont les nouveaux médias. C'est le niveau de la presse. C'est le fait que... C'est, je dirais, à la fois la concurrence exacerbée. À l'époque où j'interrogeais Marchais, il y avait 2 chaînes en France. Aujourd'hui, on en reçoit, si on en veut, 300. Bon, ou 500 même, d'ailleurs. Bon, donc, évidemment, les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Chacun fait de la surenchère par rapport aux voisins pour essayer d'obtenir une part de marché supplémentaire. Et il y a la pression des réseaux sociaux, qui est quelque chose, évidemment, qui a commencé à avoir une influence politique en France, en réalité, au moment du référendum constitutionnel européen de 2005. C'est la première fois où ça a vraiment joué. Et immédiatement, d'ailleurs, dès ce premier exemple, c'est devenu totalement complotiste et fantasmatique, avec des inventions incroyables, avec des mensonges éhontés qu'on n'oserait pas imprimer dans un journal de presse écrite. Mais sur les réseaux sociaux, pourquoi se gêner? Alors, a fortiori, quand c'est dans l'anonymat, où à ce moment-là, n'importe qui peut dire n'importe quoi. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas. C'est une façon de se passer de la presse aussi. Mais oui, mais bien sûr. Bon, d'espérer de s'en passer. Alors, de toute façon, ce qui est. Peut-être qu'on arrivera à organiser mieux ça un jour, à interdire l'anonymat. Peut-être que les sites qui porteront des choses particulièrement ignobles
devront payer des amendes, j'en sais rien. Mais de toute façon, les réseaux sociaux sont appelés à être une contre-presse et une contre-information de plus en plus influente. Et du coup, la presse classique, ou d'ailleurs les formes les plus récentes d'information, sont obligées d'en rajouter pour ne pas se laisser distancer. Et donc, dans ces conditions, l'analyse, ça devient un exercice d'instantanéité, et en permanence de concurrence caricaturale pour aller plus loin que le voisin, pour être sûr que peut-être il y aura un petit écho. On va parler d'Emmanuel Macron. Certains disent que c'est le nouveau Bonaparte, d'autres disent, le comparent à Louis-Philippe, d'autres à Giscard dans son côté réformateur, novateur. Vous le mettez où, vous, Emmanuel Macron? Alors, Bonaparte? D'abord, je le considère comme un prototype de présidence. C'est-à-dire, je pense qu'il essaye d'inventer un type de présidence qui n'existait pas avant lui. Et que, de ce point de vue, il est le premier à n'avoir aucune expérience politique significative antérieure à son élection. Tous les autres avaient au minimum 20 ans et en général 30 ans d'expérience politique. Bon, lui, non. Et il a des aptitudes intellectuelles évidentes, il a un univers cohérent, et en même temps, c'est un débutant en politique. Donc c'est un type d'homme d'État complètement différent de ses prédécesseurs. Cela dit, on peut effectivement le relier à un certain nombre de traditions, qui est un côté néo-bonapartiste. Quand on dit bonapartiste, d'ailleurs, le mot n'est pas le mieux choisi. Il faudrait dire consulaire, parce que son tempérament et ce qu'il essaye de faire, c'est vraiment... il y a des analogies avec la période du consulat, qui était une période de réforme, non seulement perpétuelle, mais à une échelle extraordinaire et pratiquement dans tous les domaines à la fois. Bon, il y a quelque chose de ce genre, comme il y a eu d'ailleurs avec le gouvernement Debré, qui était le premier gouvernement du général de Gaulle. C'est rare, ça existe, c'est dangereux pour ceux qui le mènent, c'est souvent à leur détriment à l'arrivée, mais ce sont des périodes de métamorphose, et ce sont des périodes qui sont assez excitantes. Donc il y a, je pense, cette tradition consulaire. Il y a quelque chose du giscardisme en ce sens que il y a le surdoué intellectuel avec des problèmes de relation avec les autres, avec à la fois des idées novatrices et en même temps des idées qui ne sont pas forcément prêtes à être acceptées par la majorité des Français au même moment. Donc il y a quelque chose de ça. Il a quelque chose, lui aussi, d'un aristocrate de la politique, comme Valéry Giscard d'Estaing. Et un aristocrate de la politique, ça présente de grands avantages, et puis ça présente des défauts qui sont bien connus, que d'ailleurs on repère, évidemment. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres analogies vraiment intéressantes sur le plan de la conception des institutions, donc de son rôle? En tout cas, il s'est résolument inscrit dans le sillage gaullien. Là, vraiment, très clairement. En revanche, il est le premier président libéral que la France ait connu. Nicolas Sarkozy aurait voulu l'être, mais Nicolas Sarkozy a dû faire face à 3 crises en 5 ans. Ça ne lui a pas laissé beaucoup de temps ni d'espace. C'est vrai. Mais donc, le premier qui ait cette possibilité, c'est Emmanuel Macron. Et alors, moi, j'ai une thèse qu'on ne pourra vérifier que dans 3 ans et demi, mais je pense que Emmanuel Macron est aussi le premier président, et ça n'est pas un dandysme intellectuel de dire ça, le premier président qui serait prêt à sacrifier sa réélection à l'achèvement des réformes qu'il veut porter. Autrement dit, qui met les réformes qu'il veut porter au-dessus de sa réélection. Et c'est quand même une grande différence par rapport à l'ensemble de ses prédécesseurs. Ne pas durer forcément, mais faire. Voilà, faire ce qu'il pense devoir faire, même si c'est électoralement à son détriment. Alors le fameux en même temps qui a été donc l'argument de conquête qui a marché puisqu'il a été élu. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le macronisme, dans le fond, cette troisième force qu'il a créée, mais qui est un peu hybride aujourd'hui, le en même temps, ça marche plus beaucoup parce qu'on voit bien que son vivier est assez, le marais est un peu asséché, que son rapport aux élus locaux est difficile. Est-ce que il lui manque de forger l'idéologie du macronisme ou il peut continuer comme ça? Il y a deux plans différents. En ce qui concerne
les limites du macronisme, bah oui, comme c'est un mouvement totalement improvisé, comme c'est une expérience sans précédent, il n'y a pas d'ancrage locaux, il y a un parti qui est largement un parti virtuel plutôt qu'un parti réel. Pas de relais, donc. Oui, et puis même parmi ces élus, il y en a un certain nombre qui sont en train de se dégager, qui sont de bonne qualité. Enfin, il y a eu énormément d'improvisation aussi. Il y a des gens qui ont été élus par le plus grand des hasards que personne n'aurait imaginé, y compris eux-mêmes, pouvoir être élus. Donc, il y a ce côté-là. Il y a un côté, au fond, d'amateurisme inévitable et de noviciat involontaire. Bon, il y a ce côté-là. Alors, ensuite, il y a des erreurs qu'il commet. Il commet des erreurs, à mon avis, avec 3 groupes principaux. Le premier groupe, tout le monde le sait, tout le monde le ressent, c'est vis-à-vis des personnes âgées. De ce point de vue, ici est de toute manière mal pris. On peut défendre en théorie son raisonnement qui est de dire il faut valoriser tous ceux qui travaillent et ceux qui aujourd'hui sont à la retraite, etc., ont un niveau de vie moyen, évidemment, pas tous, mais ont un niveau de vie moyen supérieur à ceux qui sont plus jeunes. Donc, on peut faire un effort. Bon, mais simplement, il aurait fallu des compensations, il aurait fallu proposer certaines mesures qui apparaissent maintenant, mais qui apparaissent trop tard. L'idée s'est inscrite qu'il a été hostile aux personnes âgées. Or, les personnes âgées, c'est le principal groupe électoral français. Le principal. Ce sont eux qui votent le plus constamment, et qui regardent le plus les débats, etc., qui s'intéressent le plus. Donc, bon, il y a ce premier groupe. Il y a un deuxième groupe qui sont les syndicats. Il a voulu quand même faire largement de la novation sociale sans les syndicats, enfin, ou en leur donnant un rôle marginal. Bon, ça, c'était évidemment une erreur. Il a une ministre qui est d'ailleurs bien dans son domaine, qui connaît ça par cœur, qui connaît ça par cœur et qui est bien. Mais disons les choses, il a ignoré et vexé les syndicats. Et ça, il s'est infligé de ce fait un handicap qui était... Cela dit, les réformes sont passées. Qui était évitable. Ah oui, non, mais attendez. Quand je vous dis que c'est un prototype, et quand je vous dis que c'est quelqu'un qui fait passer sa volonté de réaliser les réformes avant son intérêt électoral mais il le paye politique, ben oui, il peut le payer, ou comme c'est un prototype, donc un prototype, c'est par nature atypique, peut-être qu'il ne le paiera pas à l'arrivée, après tout, on n'en sait rien. Enfin, il y a ces 2 groupes-là, donc les personnes âgées et les syndicats, et les élus locaux. Bon, ça, il le paye. Alors, ça n'est pas un homme de territoire, parce que ça n'est pas quelqu'un qui a sillonné la France pendant 30 ans, comme l'a fait Chirac. Et ça n'intéresse pas. Comme l'a fait Chirac, comme l'a fait Mitterrand. Mais ce qu'on oublie, comme l'a fait le général de Gaulle à l'époque du RPF, qui faisait la même chose, qui allait dans la moindre petite ville et qui passait son temps à tenir des meetings. Ça, oui. Bon, mais il faut accepter l'idée qu'il est différent des autres. Est-ce qu'il a un mauvais contact avec les gens ? Quand il parle de façon apaisée, on a l'impression qu'il aime ça, parler avec les gens. Il aime même prendre son temps avec les gens. Et puis, de temps en temps, alors qu'il prononce des discours qui sont quand même des discours de très bonne qualité intellectuelle. C'était agréable, de ce point de vue. C'est même, pour la vanité nationale, c'est apprécié. Ça explique d'ailleurs qu'il a une bien meilleure image hors de France qu'en France. Mais en revanche, dans les improvisations de visite en province, il lui arrive de parler comme un élève d'Hippocagne. Alors, c'est sympathique, un élève d'Hippocagne, mais enfin, de la part du président, ça donne des phrases regrettables. Alors oui, ces petites phrases que critiquent d'ailleurs les Français, c'est un mouvement de mœurs des Français qui l'a plus fâché. Ces fameux Gaulois réfractaires, on s'en souvient. Mais alors, c'est très typique, ça. Parce que les Gaulois réfractaires au changement... Vous l'équivrez en 1985, vous avez écrit le complexe d'Astérix. Absolument, mais moi je suis totalement de son avis. Oui. Les Français sont réfractaires au changement, ou plus exactement. Donc il avait raison. Ou plus exactement. Mais vous êtes journaliste, lui il est président. Oui, absolument. Mais le complexe d'Astérix, c'est ceux de mes livres qui avaient le mieux marché. Donc ça prouve que ça n'avait pas, que les gens, ça les avait intéressés. Mais je pense que c'est vrai que les Français sont, en réalité, pour le changement, à condition que ça ne les touche pas individuellement. Oui, ils pensent avec la tête. C'est humain comme réaction, mais c'est particulièrement ancré en France. Bon, cela dit, il est aujourd'hui impopulaire,
les réformes continuent néanmoins, et donc le changement, en fait, il le réalise. Alors, on peut dire que c'est bien ou on peut dire que c'est mal. D'ailleurs, ça dépend des domaines, évidemment. Mais il le met en œuvre, le changement. Et donc, les Français sont réfractaires, mais le changement continue. Je dirais même, avec lui, le changement accélère. Et est-ce qu'il lui reste cet atout d'être le transformateur? Est-ce que, dans le fond, les Français espèrent encore, même s'ils sont un peu fâchés, même si, voilà, on voit l'humeur des Français Je pense que les Français, une partie d'entre eux, a eu une véritable espérance quand il a été élu. Une partie, hein, mais ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé dans ces conditions-là. Donc une partie a eu de l'espérance. Ensuite, une majorité, pendant plus d'un an, l'a en quelque sorte mis en observation. Pas forcément convaincu, mais se disant, avec lui c'est différent, peut-être qu'il va faire des choses intéressantes. Ensuite, il y a eu cette stupidité d'affaire Benalla, dont on a fait une montagne alors que c'est une souricière. C'est complètement grotesque, on a donné une importance absurde à ça. Mais il l'a... Ça ne dénotait pas un dysfonctionnement quand même? Il l'a exceptionnellement mal géré. Alors, il le paie, mais franchement, c'est de sa faute. Il n'y avait pas besoin d'être un génie de la politique ou d'être un Machiavel de la communication pour laisser cette affaire dans ses proportions naturelles au lieu de la laisser devenir une grosse affaire. Une affaire, on dit même une affaire d'État, ce qui est complètement ridicule, ce qui prouve que les mots n'ont pas de sens pour un certain nombre de gens en tout cas. D'ailleurs, les Français ne sont pas convaincus que ce soit une affaire d'État, mais ça c'est un autre problème. Mais évidemment, il commet des erreurs. Évidemment, aujourd'hui, il est impopulaire. Moi, ce qui m'intrigue, m'intéresse, alors je n'ai pas la réponse, hein, je me pose la question, mais peut-être que bâti comme il est, et avec des adversaires pour l'instant aussi dispersés et aussi faibles qu'ils le sont, mais ça peut changer, ça aussi. Mais avec, dans cette configuration-là, il peut à la fois être impopulaire et faire des réformes. Alors, est-ce que les réformes seront bonnes? Ça, franchement, par exemple, ce qui va être l'année prochaine le grand sujet, la réforme des retraites, bon, moi, j'attends de voir exactement ce que ce sera. C'est très ambitieux, très, très ambitieux. C'est une vraie métamorphose. C'est très dangereux aussi pour lui, évidemment. Vous vous rappelez ce que disait Michel Rocard. Michel Rocard à François Mitterrand qui lui disait sans arrêt « Mais alors, votre réforme des retraites, ça arrive ou ça n'arrive pas ?» Michel Rocard répondait « Une réforme des retraites, ça peut faire sauter 5 gouvernements. Et c'est c'était ce qu'il pensait. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne l'a pas jamais fait. Voilà. Je voudrais qu'on dise un mot de l'Europe. La dernière fois, donc il y a quelques jours, Emmanuel Macron a fait une allocution à la télévision, assez angoissante en réalité, sur un futur européen assez glaçant. On l'écoute et on en reparle. Le monde se fracture, de nouveaux désordres apparaissent, et l'Europe bascule presque partout vers les extrêmes. Et à nouveau cède au nationalisme. C'est pour cela que je demande au gouvernement d'agir en ayant conscience de ce moment et de prendre pour ce faire des décisions vigoureuses afin que notre pays conserve cette maîtrise de son destin. Est-ce qu'il a raison d'opposer les nationalistes aux progressistes et est-ce que cette manière de dramatiser est une bonne stratégie? Alors, est-ce que le mot qu'il utilise de progressiste face aux nationalistes est le meilleur des mots? Ça n'est pas évident. On pourrait dire les démocrates, on pourrait dire, je sais pas quoi, les modernes. Enfin bon, il y aura d'autres mots. Quand il décrit que le fait que la situation soit sombre et même ténébreuse, ça c'est une réalité. Il y a en France, mais il y a dans toute l'Europe, une poussée de mouvements qui sont protestataires, ce qui est leur droit, démagogiques souvent, mais réellement nationalistes. Bon, le dernier exemple est l'Italie, mais enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et le nationalisme, on sait que ça mène toujours à de détestables décisions. Donc, de ce point de vue, oui, il y a un danger qui n'existait plus, en réalité, depuis la libération. Bon, et ce danger, il est là, donc il a raison de le dire. Est-ce qu'il a raison de le dire de façon aussi mélodramatique?
est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu revenir sur ce qu'en plus est un de ses thèmes, c'est-à-dire et voilà moi ce que moi je propose pour que ça pour y faire face. Je suis l'homme de la situation. Moi j'aurais préféré l'entendre dire. J'aurais préféré l'entendre dire voilà les risques et ils existent et voilà mes propositions et je vais les défendre. Je trouve que ça aurait été plus positif. Alors, le Front National, vous avez toujours dit que, le retour éternel de l'extrême droite, et il serait là dans ce paysage français pour longtemps. On voit effectivement l'extrême droite se hisser parfois au pouvoir dans certains pays européens. Nous, est-ce que le filet de sécurité de notre mode de scrutin est fiable et pour longtemps? Disons que le mode de scrutin majoritaire est un frein puissant au nationalisme et à l'extrême droite. Ça, c'est incontestable. Et les pays dans lesquels ils ont réussi des percées sont des pays avec mode de scrutin proportionnel. Oui. Parce que la proportionnalité, c'est une forme d'irresponsabilité aussi. C'est une forme de démocratie, c'est une forme d'irresponsabilité. Le scrutin majoritaire, ça oblige à choisir, chaque électeur, à choisir consciemment entre au moins deux solutions. Bon, et c'est comme ça que Marine Le Pen s'est fait battre. Dans un autre pays, pas pour une présidentielle, mais pour des législatives, elle serait sans doute arrivée en tête et peut-être est-ce qu'elle aurait joué un rôle beaucoup plus important. Partout en Europe, il y a des mouvements de ce genre. Ils n'ont quand même pas, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, et là je trouve que mes confrères de ce point de vue versent dans la facilité, ils ne rencontrent pas que des succès. Parce que aux dernières élections en Allemagne et en Bavière, ou d'ailleurs aussi au Luxembourg et en Belgique, ce sont des écologistes, mais des écologistes réalistes, pas nos écologistes. Pas les écologistes vitupérants, pas des écologistes hystériques, des écologistes capables de gouverner. Ouais. Bon, et c'est eux qui ont obtenu les résultats. Dimanche dernier, en Pologne, il y avait les élections municipales, et dans ce régime ultra-conservateur et nationaliste, doublement nationaliste d'ailleurs, parce que avec un ressentiment terrible, historiquement tout à fait compréhensible, mais et contre la Russie et contre l'Allemagne, c'est vraiment, il y a une tentation nationaliste énorme. Mais ce sont au contraire les démocrates et les libéraux qui ont obtenu des succès dans pratiquement la totalité des grandes villes. Donc ce que je veux dire, c'est que la montée des nationalistes n'est pas irrésistible. Bon, mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut en face proposer une alternative, c'est-à-dire une Europe qui ne soit pas simplement une Europe technique, une Europe qui soit un peu plus charnelle, une Europe qui soit un peu plus positive, une Europe qui soit un peu plus protectrice, avec des propositions concrètes pour que les gens se rendent bien compte qu'il ne s'agit pas simplement là de faire de l'idéologie, justement, mais qu'il s'agit de leur faire des propositions concrètes. Et c'est possible parce que l'Europe en a les moyens matériels. Encore faut-il qu'il y ait une volonté politique pour incarner ça. Ça peut être justement la vocation d'Emmanuel Macron dans la mesure où Angela Merkel est en fin de course et où personne d'autre ne s'impose de ce côté-là. Simplement, à ce moment-là, il faut qu'il insiste sur ses propositions et que ces propositions soient bien compréhensibles. Parce que de faire le constat, dans le fond... que de dire voilà, ça va mal. Ça va mal, oui, mais on fait comment ? Merci beaucoup Alain Duhamel, c'est un plaisir de vous avoir. Donc, Journal d'un observateur, donc aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous et on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.